Bonjour à tous. Bonjour. Merci pour votre attention. Avec Brandon, aujourd'hui, effectivement, on va essayer de laisser la théorie de côté. On va vous parler de concret. On va vous parler d'un retour d'expérience que la Digital Factory d'Invivo a effectué sur son année 2024. Donc, on va parler micro-front-end. On va parler plutôt pragmatisme plutôt que dogmatisme. Et on va essayer de vous donner les outils qui vont vous permettre d'appréhender l'architecture microfront qui peut être faite de différentes manières dans vos différents périmètres. Personnellement, moi, je vais plus m'attarder sur les concepts théoriques que vous pouvez ramener chez vous si vous pensez que cette architecture peut vous aider dans votre contexte. Et de mon côté, donc, je vais m'attarder sur les différentes réflexions qu'on a eues dans la Digital Factory, les différents outils que l'on a mis en place concrètement pour faire cette migration d'architecture. Sur le front-end, avec Xavier, on est conscient que c'est un sujet à double tranchant. Soit on tombe dans la marmite quand on est petit et on crée nos interfaces, on va voir nos utilisateurs, on prend du feedback, on réitère. Ça devient un sujet super intéressant, super enrichissant. Mais parfois, on tombe aussi pas du bon côté. Enfin, on tombe pas dans la marmite quand on est petit et ça devient une boîte noire, des dépendances fortement couplées et un écosystème super instable. Nous, notre but avec ce talk, c'est que, au moins sur ce sujet de micro-front-end, ce soit super clair pour vous et que vous pourriez en parler facilement autour de vous. Du coup, on peut commencer. Moi, je m'appelle Brandon Martins et je suis lead micro-front-end à Octo. Et donc moi, c'est Xavier Julien. Je suis le Head of Webfront de la Digital Factory d'Invivo. Et déjà, qui est-ce qui connaît Invivo à peu près dans la salle, à main levée? Ouais, pas grand monde. Donc, on a bien fait de faire cette slide. Donc, Invivo, à la base, c'est un groupe français, mais qui maintenant est international, qui a 4 grands pans dans son écosystème, qui sont l'agriculture, le négoce international, l'agroalimentaire et le retail. Et là, vous allez me dire, oui, on fait de l'IT, oui, on fait du bel IT, même dans un contexte agricole, puisque la Digital Factory, donc fondée en 2018, est maintenant orchestrée autour de 3 grandes plateformes. Donc, on a la plateforme B2B, avec les marques Aladdin, Farmy et Episense. On va avoir la plateforme B2C, qui sont des marques que je pense que vous connaissez tous, qui sont Jardiland et Gamme Vert. Et puis, on a une autre plateforme qui est plus orientée data et IA, qui, elle, administre plus au niveau directement de nos industries. Pour commencer, on va poser un contexte. Le contexte, il est le suivant. Dans la Digital Factory, on a une application qui a débuté en 2018. C'est une single page application pour les plus puristes d'entre vous, écrite en Vue.js. On est en 2023, 50 développements, une centaine de contributeurs techniques qui sont passés sur la plateforme. Et on a réussi à se construire un site e-commerce sous la marque Aladdin.farm qui fonctionne très bien et qui est vraiment le fer de lance de la Digital Factory. Cet asset, il nous permet d'adresser 2 personas du monde agricole qui sont directement les agriculteurs autour du site e-commerce pour qu'ils puissent se réapprovisionner, et puis leurs technico-commerciaux qui les accompagnent au quotidien. Sauf que on n'est pas exempt de soucis. En 5 ans, la plateforme, c'est devenu ça. C'est devenu en fait un plat de spaghettis où la hiérarchie où différents concepts ont pu en fait être appréhendés par les différents développeurs. On a des personnes qui ont peur de faire du front-end, de faire évoluer en fait l'énorme monolithe qui est devenu ce site e-commerce. Et en fait, on peut pas continuer d'avancer de cette manière-là. Il y a plusieurs symptômes que vous pouvez repérer dans votre entreprise qui montrent que vous êtes face à ce plat de spaghettis. Parmi eux, on peut trouver par exemple la prise de décision qui est bloquée. C'est encore plus vrai si vous êtes dans une Digital Factory qui a 40 développeurs qui travaillent sur le front-end. Quand on veut mettre une librairie à jour, essayer de définir un nouveau standard commun, ça devient impossible. Il y en a qui essayent, il y en a qui se battent, puis après on voit que les différentes équipes n'ont pas les mêmes contraintes métiers, n'ont pas les mêmes contraintes techniques aussi du coup. Et en fait, il y a une sorte de blocage qui se fait sur l'évolution de ce front-end. Un autre symptôme qui est
assez intéressant et sur lequel on peut voir assez vite qu'on est en présence du Plaid Spaghetti, c'est quand vous faites un onboarding. Si avant de pouvoir faire une première merge request sur votre projet, le nouveau développeur, la nouvelle développeuse, elle prend un mois, ça veut dire qu'il y a vraiment trop de charges cognitives à avoir pour commencer à développer. C'est ce genre de problème qu'on va essayer d'adresser à la suite à InVivo au moins. Donc là, on est en 2023, on a ce Plaid Spaghetti, sauf que pour 2024 et le futur, on a quand même des envies. Et la première, c'est de transformer en fait notre site e-commerce en plateforme, qu'elle soit multimarque, donc pour faire de la marque blanche, adresser d'autres secteurs que juste le secteur agricole. Et pour ça, donc plusieurs enjeux. Donc déjà faire rentrer de nouveaux périmètres, ajouter de nouvelles fonctionnalités, faire grandir la prochaine plateforme. Avec un Plaid Spaghetti, vous voyez bien où je veux en venir, hein. C'est compliqué. On veut faire aussi travailler un nombre de personnes de manière variable. Donc des fois, on va avoir 2 ou 3 équipes qui vont travailler sur la plateforme en parallèle. Des fois, ça va être 8 ou 9. Donc, pareil, comme le disait Brandon, onboarder des gens, désonboarder des gens, ça peut être très compliqué avec ce type de monolithe. Et la dernière, il faut qu'on regagne en sérénité. On a besoin d'accélérer, on a besoin de faire plus avec notre site et notre future plateforme. Donc, on doit se poser des bonnes questions. Mais en fait, avant de se poser ces questions-là, on a une ombre en fait qui plane au-dessus de ce Plaid Spaghetti, comme s'il n'y avait pas assez de problématiques au niveau de notre monolithe. Et cette ombre, en fait, elle est technique. C'est une migration du framework Vue.js que l'on utilise, de sa version 2 à sa version 3. Quelle est la deadline? En fait, c'est le 31 décembre 2024. Donc on est fin 2023. On a 1 an pour faire une migration qui, des retours de la communauté, est compliquée et lourde. On change d'outil, on change de paradigme. Et donc, on a besoin de faire ça en sérénité. On a besoin de faire ça sans faire un Big Bang. Parce qu'on le sait aussi, les Big Bang, c'est jamais simple à mener, c'est jamais simple à faire. Et surtout, à recéter, ça prend un temps fou. Surtout qu'on ne peut pas arrêter les développements. On a des équipes qui travaillent sur la plateforme, donc on doit trouver une solution pour désendetter, regagner en sérénité et surtout faire cette migration majeure de notre framework front. Donc voilà, on y est. Ça, c'est le pire cauchemar des architectes front, des tech lead front. On a notre Plaid Spaghetti et la librairie sur laquelle on avait basé tous nos espoirs a fait une nouvelle mise à jour avec des énormes breakage change qui empêchent de faire cette migration sereinement. Donc dans plein d'organisations, la réponse à ça, en général, c'est on recommence tout de zéro. Mais en fait, InVivo, il ne pouvait pas. Du coup, à Octo, ce qu'on aime bien faire, c'est que on prend nos petits canards et on essaye de prendre du recul sur la situation. Comment on peut faire ça de manière un peu plus sereine. Du coup, prenons du recul sur la situation d'InVivo. Voilà l'architecture au moment du début de cette migration. On a une base de microservices, une quinzaine. Ici, on n'en a représenté que 4 par souci de simplification. Et cette quinzaine de microservices, elle soutient une application web front monolithique et un back for front. Ce qui est intéressant de savoir dans l'organisation d'InVivo, c'est que la Digital Factory, l'ensemble des développeurs, des équipes de développement sont divisées en sous-équipes métiers. Et intéressant de voir aussi que cette problématique de Plaid Spaghetti, de migration technologique, etc., elle n'était pas vraiment ressentie dans ces microservices. Il n'y a que quand l'ensemble de ces équipes commençaient à travailler ensemble dans l'application web front-end qui commençaient à avoir ce genre de conflit, ce genre de blocage. Et c'est quelque chose d'assez classique quand on travaille à 40 sur une même base de code. Et du coup, voilà, la problématique, elle est là. Il y a Vue qui fait des breaking change et le Plaid Spaghetti empêche de faire cette migration facilement. Du coup, pour faire cette migration de manière incrémentale, itérative, plus sereinement, il a fallu trouver un moyen de redonner de la responsabilité sur un périmètre clair de l'application web front-end à chacune des équipes. Et après, pour que dans le long terme, ce genre de problématique ne revienne plus, il a fallu voir comment on leur donne une certaine liberté, comment on leur donne le choix de leurs standards, de leur technologie,
juste pour leurs besoins métiers. Et en fait, ça tombe bien, parce qu'au début de cette migration, il y a l'architecture micro-front-end qui commence à arriver dans l'écosystème, et Invivo commence à la regarder pour voir si c'est possible de faire cette migration avec cette architecture. Qu'est-ce que ça veut dire utiliser l'architecture micro-front-end? Ça veut dire découper son logiciel d'interface en fragments d'interface indépendants. Pour l'utilisateur, aucune différence. Il aura toujours la même interface, tout fonctionnera tout comme avant. Par contre, pour les équipes de développement, il va y avoir une différence. On va faire en sorte qu'ils travaillent chacun de leur côté sur un fragment d'interface qui leur est dédié et de manière isolée. Pour faire ça, on introduit une nouvelle brique qui s'appelle le front-end App Shell. On en parlera un peu plus tard dans la presse. Avant de partir à fond sur allez, on va faire du micro-front-end, on pense que c'est important de savoir quels sont les grands principes à respecter pour que cette architecture, elle vous aide dans votre contexte. Alors, c'est quoi ces principes importants? Première chose, les micro-front-end, chacun des micro-front-end va donner une interface pour implémenter une problématique d'un domaine métier bien particulier. On ne va pas chercher à faire du générique, à faire un composant qui pourra être utilisé partout, etc. On veut l'interface qui va proposer une solution à une problématique métier que veut adresser l'entreprise. Deuxième chose, on va vouloir qu'il utilise uniquement les standards et les technologies qui lui sont utiles dans le domaine qu'il veut traiter. On ne veut pas qu'il y ait une forme d'influence qui dit que telle équipe avait besoin de cette librairie, maintenant vous devez travailler avec cette librairie aussi. On veut leur donner une certaine indépendance. Et troisièmement, la troisième chose qu'on va vouloir avec ces micro-front-end, c'est qu'ils puissent se déployer indépendamment. Il y a deux autres principes qui viennent étayer un peu ce qu'on veut avec ces micro-front-end et qui va donner une dimension plus organisationnelle à la pratique. Les deux principes, c'est les suivants. On va essayer de faire en sorte que chacun de ces micro-front-end soit sous la responsabilité d'une et une seule équipe, et on va faire en sorte que si ces micro-front-end sont dépendants les uns des autres, si par exemple, imaginons qu'on a un micro-front-end panier qui soit intéressé par le micro-front-end page produit et qui doivent communiquer d'une certaine manière, on va faire en sorte qu'ils aient un contrat d'interface clair et stable dans le temps. Si ce contrat d'interface, ce contrat de communication, il n'est pas stable, c'est qu'on a raté notre découpage, il faut qu'on revienne en arrière. Donc, si on regarde ce schéma, donc voilà, qui représente un peu ces principes organisationnels, on voit qu'on étend un peu la loi de Conway. Ce qu'on cherche à faire, c'est aligner des équipes métiers sur du build jusqu'au run et du back jusqu'au front, afin qu'ils aient toute la chaîne de valeur entre leurs mains pour prendre les choix qui leur sont uniquement utiles et qui leur est uniquement utile dans leur domaine. Donc voilà globalement les grands principes de micro-front-end. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait à Invivo? Alors à Invivo, on s'est posé la question, un site e-commerce, comment on le peut découper? Tout simplement, une page d'accueil, des pages de recherche, des pages produits, un panier, un tunnel de vente. Enfin, c'est des choses que si vous avez tous déjà utilisé un site e-commerce, vous allez facilement retrouver. Donc ça, c'est le premier découpage en fait que l'on a fait, et c'est vers ça qu'on va tendre pour créer nos micro-fronts. Sauf que dans cette démarche-là, posez-vous les bonnes questions. Dans le mot micro-front-end, il y a le mot micro, mais essayez plutôt de penser macro. Vous partez d'un monolithe, vous partez d'une application que vous ne maîtrisez pas forcément totalement. Essayez déjà d'aller à la maille macro, c'est bien plus réaliste pour avancer pas à pas. Une fois que vous aurez fait votre expérience, une fois que vos premiers POC seront partis en prod, vous aurez ensuite toute la liberté de découper beaucoup plus finement vos différentes parties de front. Et ensuite, pour vous aider dans ce découpage micro ou macro, on a deux paradigmes. On a le paradigme d'un découpage vertical. Concrètement, une page égale un micro-front, ou plusieurs pages égale un micro-front. C'est assez simple, sortir progressivement de ce plat de spaghetti en isolant des pans fonctionnels assez clairs à définir. Et ensuite, le deuxième découpage possible, c'est un découpage qui est plutôt horizontal. Donc, on va avoir une page qui va être une composition de micro-front.
Donc sur une page produit, par exemple, peut-être le descriptif va être un microfront, la buy box va être un autre microfront, etc., etc. Nous, notre conseil, c'est plutôt partir sur du macro. Au début, partir sur un découpage plutôt vertical, qui ensuite va vous amener sur un découpage horizontal. Et ce qu'il faut savoir, c'est que votre manière de découper, votre manière d'aborder ce sujet-là va potentiellement impacter les choix techniques que vous allez prendre pour passer en fait sur une architecture microfront. Donc c'est ce qu'on va vous présenter maintenant. Yes. Au moment de commencer de mettre en place cette archi, donc voilà, on s'est mis d'accord sur des domaines métiers qui peuvent être utiles, qui pourraient faire le découpage du front. Et là, on commence très vite à se demander quelle techno j'utilise, qu'est-ce qui va me permettre concrètement de mettre en place cette archi et au final faire ma migration vue 2, vue 3. Il y a 3 technos qui ressortent au début de la migration. La première, donc le routing server. Comment ça se passe? J'ai un serveur web, j'ai différentes URL, et derrière chaque URL, je mets une application qui est gérée par différentes équipes métiers qui peuvent build, qui peuvent run, qui peuvent déployer quand ils veulent, en toute indépendance. Deuxième choix, c'est l'iframe. Et oui, 2025, de Conf 2025, on est encore là en train de parler d'iframe. Mais oui, l'iframe, c'est une technologie qui est possible d'utiliser pour faire du micro front-end. Donc en quoi ça consisterait? On pourrait donner une première coquille du site web qui intégrerait des iframes, et ces iframes intégreraient d'autres applications qui sont déployées par d'autres équipes, etc., chacun de manière indépendante, et toutes les équipes peuvent travailler de manière isolée. Donc oui, iframe. Et enfin, une troisième technologie qui ressort à l'époque, qui vraiment est très liée à l'essor de micro front-end aussi, c'est module fédération. La techno est sortie à peu près en même temps que le pattern. Et module fédération a l'air d'être vraiment la techno qu'il faut utiliser pour faire du microfront. En quoi ça consiste? Module fédération, ça permet de faire de la composition de composants au runtime. Qu'est-ce que ça veut dire? Très rapidement, vous allez rendre l'application sur le navigateur de l'utilisateur, et l'application va aller chercher les composants nécessaires pour chacun des domaines métiers. Et ces composants sont construits et déployés par chacune des équipes métiers et rendus au runtime sur le navigateur de l'utilisateur. Et du coup, on a une première question pour vous, public de la DocConf. Selon vous, sur quelle techno est parti InVivo pour démarrer sa migration? Donc, à main levée, qui, pour vous, on est parti sur des iframes? Ouais, on a... Ouais, On compte rapidement, allez, 25, 30 personnes, on va dire. 4. Allez, qui vote pour les iframes? C'est pas vrai. Ouais, allez, une trentaine de personnes, je dirais. Yes, trentaine de personnes. Est-ce qu'on est parti sur du routing server? Ok. Un tout petit peu moins, je dirais. Oui, je pense qu'un peu. Ouais. Et est-ce qu'on est parti sur de la module federations? Ouais. Une large majorité sur la module federations. Ouais. Ok. C'est bien, il y a quand même des gagnants. On est parti sur des iframes. Bravo. Alors, ce choix, il s'est pas fait comme ça, en mode OK, on prend les iframes, on y va. Pourquoi? Alors déjà, comme je vous l'ai dit en introduction, on est sur une single page applications. Donc partir sur du server routing, ça casserait la manière de packager et de déployer notre application actuelle. Donc on aurait un trop gros Big Bang. Et pourquoi partir sur un routing server alors que tout se passe dans le navigateur de notre client? Donc on l'a écarté de nos POC. La module federations, effectivement, c'est vers là qu'on veut tendre. C'est vers là où on veut aller, sauf qu'on a des prérequis techniques, oui, encore, parce que de toute façon, on fait de la tech, donc il y a forcément des contraintes. C'est que notre application Vue 2 est écrite en CommonJS et la module federation requiert ce qu'on appelle des ES modules. Donc, essayer de faire communiquer un IBM 400 mainframe avec un Mac M4, c'est un peu compliqué. Donc, on garde ça pour plus tard, et donc, on a choisi effectivement de partir sur des iframes. La raison, elle est simple, c'est que c'est facile en fait de travailler en isolation. On est sur une migration technique, donc on ne veut pas tout casser.
Donc l'isolation des iframes est quand même très forte par rapport à ça. C'est nativement supporté par tous les navigateurs. On n'a pas besoin de se poser la question est-ce qu'un tel le fait. Forcément, ça a 25, 30, 40, enfin, c'est aussi vieux que le web, donc forcément, c'est supporté. Et puis, c'est quelque chose qui est éprouvé. Donc, on n'a pas de risque à partir là-dessus pour une migration aussi complexe. Pour vous retracer un petit peu la roadmap et pour vous donner un petit peu le timing que ça nous a pris, en novembre 2023, on a notre monolithe en vue 2 et on fait nos différents POC. On sait qu'on part sur iframe. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un contexte qui est assez simple, le contexte legals, des CGU, des CGV, on affiche du texte, rien d'extraordinaire dans ces pages-là, et en fait, on les a sortis dans un microfront dédié, migré en vue 3, sous une iframe, ça fonctionnait. En décembre 2023, on a déjà notre premier microfront en prod, top, on continue. On a passé toute l'année 2024 à faire ça, donc on a sorti 11 microfronts, plus ou moins complexes, plus ou moins gros, qu'ils ont pris plus ou moins de temps. Mais en septembre 2024, on avait notre monolithe qui était quand même bien réduit, une grande partie de notre application qui était migrée en vue 3, derrière des iframes, mais au moins on était beaucoup plus serein sur notre deadline de décembre 2024. Sauf que la deadline approche, et donc on a dû faire un choix. On n'a pas fini de tout découper dans notre monolithe, mais on a pris la décision de migrer le reste du monolithe en vue 3. Ce qui restait à l'intérieur, en fait, c'était plutôt le header et le footer de notre application, la partie homepage, la partie recherche et la partie produit. Donc, on a fait ce mini Big Bang, si on peut appeler ça comme ça, mais on l'a fait déjà de manière plus sereine, puisque le périmètre métier était quand même très réduit. Et on avait l'expérience des différentes autres migrations vue 3 dans le microfront qui nous ont permis de faire ça beaucoup plus sereinement. Donc ça y est, on est en novembre 2024 et tout est en vue 3. Donc on peut commencer maintenant, comme tout est en ES module, à passer sur de la module Federations. Donc progressivement, on va commencer à migrer très facilement en fait nos différents microfronts vers de la module Federations, parce que déjà en décembre 24, on a déjà des premières migrations qui se passent bien, et on est en mars 2024, et je peux vous dire que tous nos microfronts sont maintenant passés en module Federations. Donc ça n'a absolument pas un problème de faire cette transition iframe module Federations. Par contre, comme on vous le présentait en premier schéma d'architecture, en fait, le monolithe est devenu une app shell, un app shell. Je ne sais jamais quelle est la dénomination qu'on peut donner à cette brique-là, que Brandon va vous présenter. Yes. Du coup, on a vu que avec ces sorties successives de micro-frontend vers des iframes, le monolithe, il avait de moins en moins de responsabilités. Il est passé de faire beaucoup de rendus de composants à essayer d'intégrer différents micro-frontends, chacun de manière isolée, de manière indépendante, etc. Et en fait, c'est ça le rôle qu'on doit donner à l'AppShell. C'est un concept très théorique, après chacune des organisations l'utilise comme le veut, mais en tout cas, c'est la brique qui permet d'intégrer les différents micro-frontends de manière consistante et cohérente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire intégrer les différents micro-frontends de manière consistante, cohérente, etc. Ça peut faire porter plusieurs responsabilités. La première, une qu'on voit régulièrement, c'est de la gestion de l'état partagé. L'authentification, en général, c'est l'exemple parfait. De ce qu'on s'est dit tout à l'heure avec micro-frontend, c'est chaque micro-frontend est une interface qui répond à une problématique d'un domaine métier bien spécifique. Et il y a fort à parier que plusieurs micro-frontends auront besoin des mêmes infos, par exemple les infos utilisateurs. Eh bien, ça va être le rôle de l'AppShell de voir comment il récupère ces infos, comment il les stocke et comment il les met à disposition des différents micro-frontends. Deuxième responsabilité que l'AppShell peut porter, c'est toutes les fonctionnalités de support. On peut parler du monitoring ou des analytics. En général, ces services, ils sont assurés par des services tiers. Et en gros, ce que va faire l'AppShell, c'est implémenter tous ces appels à des services tiers, etc. Et juste fournir des abstractions au micro-frontend derrière pour qu'ils puissent se concentrer sur l'interface métier, etc. et faire accélérer les développements. Et une troisième responsabilité qu'elle peut porter, l'AppShell, c'est tout ce qui est
le chargement de micro-front-end, le routing et la communication. Il y a fort à parier que les micro-front-end aient besoin d'informations les uns des autres, et l'App Shell va obliger les micro-front-end à avoir un contrat d'interface, un contrat de communication entre eux pour pouvoir communiquer, parce que la communication va passer par cette App Shell. Donc voilà, ça peut paraître assez abstrait quand on parle des responsabilités d'App Shell comme ça, mais du coup, ce qu'on vous propose, c'est un exemple avec un exemple concret sur l'interface d'InVivo. Tout à fait. Donc, on est sur un site e-commerce. Vous aurez reconnu une page panier. On a ajouté des produits. On va pouvoir passer commande. Comment tout ça a été découpé et comment on va représenter nos micro-fronts. Donc, autour, vous allez retrouver l'App Shell. Donc, comme je vous le montrais dans la roadmap, pour le moment, le header et le footer n'ont pas été sortis de cette brique. Donc, ils ont été isolés dans des modules, mais font encore partie du package global de l'App Shell. Au centre, vous allez retrouver en fait un micro-front qui est sur un découpage vertical, qui est le panier, tout simplement. Et à l'intérieur de cette page, on va avoir un deuxième découpage qui va être notre découpage horizontal avec le micro-front Mon Compte qui est isolé dans son coin et qui se déploie aussi et se build de manière indépendante. Donc là, vous avez l'exemple parfait de qu'est-ce qu'un micro-front vertical, qu'est-ce qu'un micro-front plutôt horizontal. Ensuite, comment tout ça s'orchestre. Donc vous allez cliquer sur passer votre commande. On va avoir un call API qui est fait par le micro-front panier pour récupérer un order ID et commencer notre tunnel d'achat. On va réceptionner cet order ID. Et puis, on va faire un petit peu plaisir au marketing. On va faire une demande de tracking pour informer Google Analytics, pour informer une API maison, pour informer n'importe qui que l'utilisateur commence à rentrer dans le tunnel de vente. Donc, le micro-front fait une demande de tracking à l'App Shell. Et c'est l'App Shell qui prend la responsabilité d'envoyer cette information à Google Analytics ou à toute autre plateforme de tracking. Une fois que cette demande est faite, on va pouvoir commencer notre parcours du tunnel de vente. Et donc, pareil, le micro-front de panier ne sait pas où se trouve le tunnel de vente, ne sait pas vers où il doit aller pour la suite. Par contre, il sait qu'il doit aller vers notre checkout. Donc, il va faire une demande à l'App Shell de navigation vers le checkout en lui passant en paramètre l'order ID qu'on a réceptionné. Et donc, c'est l'App Shell qui prend la responsabilité d'emmener l'utilisateur vers le tunnel de vente. Et donc, tout ça, en fait, est orchestré par, comme les iframes, quelque chose qui est aussi vieux que le web, des post-messages. Donc, pour les connaisseurs du web, c'est quelque chose qui est plutôt quelque chose d'événementiel. Donc, on a défini en fait des contrats d'interface entre nos micro-fronts et l'App Shell pour pouvoir faire du routing, pour pouvoir faire de l'analytics, pour pouvoir faire tout ce qui était communication entre les micro-fronts, l'App Shell et même des fois entre micro-fronts. Et donc, on a ici un exemple de routing, un objet routing avec à l'intérieur un name et des paramètres. Tout ça s'orchestre avec la partie post-message. Là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on sort un petit peu du pattern des frameworks que l'on connaît et on se rebase en fait sur ce que le navigateur sait faire, sur ce que le navigateur connaît, simplement du Vanilla JS comme on sait le faire depuis des décennies. Ensuite, vous pouvez vous dire, donc là, ils ont réarchitecturé leur applicatif, ils ont changé la manière de concevoir leur application et donc le déploiement a changé. Alors oui, il a changé, mais pas comme vous le pensez, je pense. Au début, on avait une application qui était packagée, on mettait ça dans un conteneur Docker, on mettait un petit Nginx dedans pour pouvoir servir nos différents assets web, et puis c'était déployé sous notre asset aladin.farm. Maintenant, comment est-ce que ça se passe ? Eh ben, presque pareil. On a notre dist qui est en fait devenu notre App Shell. On a nos différents micro-fronts qui sont buildés de manière indépendante, mais tout ça est toujours mis dans le même conteneur Docker, est toujours mis derrière le même Nginx, sauf qu'on a différentes routes pour pouvoir les appeler, on a différentes routes pour pouvoir y accéder. Et donc là, vous pouvez vous poser la question, en fait, mais il est où le déploiement indépendant ? Il est où le côté mais les micro-fronts, on peut faire un peu ce qu'on veut, n'importe qui peut mettre à jour en prod quand il le souhaite. En fait, c'est pas un pattern que chez InVivo, on a voulu mettre en place durant cette migration de Vue 2 à Vue 3, parce qu'on n'en avait pas le besoin, parce que c'était un coût supplémentaire, et donc on a voulu se concentrer sur cette migration.
Et ça nous amène vers un premier enseignement qu'on peut prendre à chaque fois qu'on utilise des patterns d'architecture. Oui, effectivement, Microfrontend propose d'avoir des déploiements indépendants entre chacun des microfrontends, mais si l'organisation n'en a pas besoin, il ne faut pas se refuser de le laisser de côté. À chaque fois, ce que nous, on conseille, c'est d'utiliser de manière globale une architecture en fonction des problèmes qu'on a, et après, si d'autres principes de cette architecture ne nous servent pas, laissons-les de côté et voyons plus tard si ça peut nous aider. Donc voilà, pas de problème de lead time, pas besoin de regarder sur les déploiements indépendants. Donc voilà, la migration Vue 2, Vue 3, finalement, InVivo, vous y êtes arrivé. Et du coup, on s'est dit que c'était le moment de faire une petite heure de bilan sur... Enfin, pas une petite heure, rapidement, un petit bilan sur les enseignements d'une telle migration et de l'utilisation de Microfrontend. Première chose qu'on a voulu mettre en avant, c'est les facteurs de succès. Pour utiliser ce pattern d'architecture, on a trouvé qu'il y avait des choses, des sortes de prérequis à avoir dans l'organisation. Première chose, les principes DevOps. InVivo a mis 1 mois entre l'idée de faire cette migration en utilisant Microfrontend à il y a un premier micro-front-end avec des iframes en prod. Ce temps de 1 mois, il est possible uniquement parce que les équipes de développement parlent facilement avec les équipes opérationnelles. Donc voilà, avoir ces principes DevOps dans votre organisation, c'est un prérequis pour utiliser Microfrontend. Deuxième prérequis, qui est plus quelque chose qui aidera plutôt qu'un prérequis, mais si dans votre organisation, vous avez déjà utilisé microservices de manière fructueuse, potentiellement Microfrontend pourra vous aider aussi. Parce que vos équipes, votre organisation est déjà mature sur donner la responsabilité du build jusqu'au run à des équipes indépendantes. Donc voilà, microservices, ça aide si vous voulez aller sur Microfrontend. Et troisième chose, vous allez avoir plusieurs équipes qui travaillent sur différents fragments du front, et il y a fort à parier qu'il peut y avoir des incohérences dans l'interface. Ce qu'on conseille, c'est d'avoir un design system pour éviter ces incohérences dans l'interface et ne pas impacter l'image de marque de la boîte. Avec ce passage en fait en microfront, nous dans la Digital Factory, on est beaucoup plus serein. On a clarifié les périmètres de chaque équipe, on a clarifié les bouts de code que chacun doit maintenir dans l'organisation. Et en fait, on ne se marche plus sur les pieds. On n'a plus énormément de dépendances entre différentes équipes, ou alors les contrats d'interface sont clairs. Et donc, on sait dialoguer aussi bien entre nos API et le front que entre les différents micro-fronts. Ensuite, ça c'est un message qu'on fait passer à Octo depuis longtemps, mais on a trouvé intéressant de le redire aujourd'hui. C'est à chaque fois qu'une tâche vous paraît trop difficile à faire en une fois, regardez comment vous pouvez la faire en plusieurs étapes. Ici, c'était cette migration Vue 2, Vue 3 qui paraissait impossible à faire en une fois, en une seule merge request. Du coup, il a fallu voir comment le faire en plusieurs fois. Et Microfrontend, au final, ça a été juste un moyen d'arriver à la fin de cette migration. Donc, ça permet de faire pas de Big Bang. Et pour finir, le message qu'on veut vous faire passer, c'est vraiment sortez des patterns front, des patterns, des frameworks Angular, Vue, React, Svelte, enfin il y en a une pléthore. Revenez en fait aux bases du web, soyez plutôt pragmatique dans le choix de vos outils. On aurait pu se lancer bille en blanc à partir sur de la module Federations, sauf que je pense, c'est un avis très concret, on se serait planté parce qu'on aurait voulu empiler des stacks technologiques alors qu'on n'était pas mature pour ça. Donc revenez aux bases, soyez pragmatiques, et je pense que tout se passera bien dans vos organisations. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup.